Radioactif, le podcast de l'Andra. Demain, dans 1000 ans, la série qui explore la mémoire sous tous les angles. Dans cet épisode, je pars à l'international. Comment est traitée la problématique de la mémoire dans les autres pays ? Quel rôle peuvent jouer les organismes internationaux ? Et quelles initiatives pourraient être mises en place par l'Andra ? Claudio Pescatore est l'administrateur du projet Preservation of Records, Knowledge and Memory Across Generations au sein de l'Agence pour l'énergie nucléaire. Il nous présente cette initiative internationale qui a pour but de développer des solutions et des outils pour répondre aux questions de la conservation de la mémoire des sites de stockage. Ensuite, nous irons voir ce qu'il se passe dans un pays voisin, la Belgique. J'y ai rencontré Christophe Depaus de l'ONDRAF, organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, qui est responsable depuis 1980 de la gestion sûre des déchets radioactifs en Belgique. L'Agence pour l'énergie nucléaire a été créée pour homogénéiser les pratiques au niveau international, dans le nucléaire en général, et dans mon cas particulier dans le domaine des déchets radioactifs, de façon que les pays les plus avancés aient les mêmes pratiques ou des pratiques compatibles. Et il y avait déjà l'habitude de travailler ensemble dans plusieurs domaines. Moi, j'ai géré des projets plutôt techniques dans le domaine, par exemple, de la sûreté, et aussi dans le domaine de la confiance des parties prenantes. Des nouvelles questions ont été apparues. Par exemple, la question de la réversibilité des décisions. Et on a été évolué aussi dans le concept d'intrusion humaine. L'une des questions que se pose dans les déchets radioactifs, c'est qu'est-ce qu'il se passe s'il y a une intrusion dans le dépôt et comment endiguer ou éviter cette intrusion. Et finalement, par l'interaction aussi avec les parties prenantes, on s'est rendu compte que la question plus grande se pose, c'est-à-dire comment faire en sorte que les générations futures puissent prendre des décisions eux-mêmes, même de réversibilité, par exemple. Passer des informations qui servent à la décision par des générations futures avec lesquelles on n'a pas un contact direct par définition. Parce que dans ce domaine-là, quand on parle de générations futures, c'est vraiment sur le très long terme. Des choses qu'on envisage assez rarement sur... Oui, lorsqu'on pense ici des générations futures, c'est des dizaines, voire des centaines de générations futures, et c'est quelque chose de nouveau. Il faut considérer que même la littérature du développement durable ne pense jamais, n'agit jamais sur plus de 50 ans, 2 générations. C'est-à-dire que nous pensons beaucoup plus à long terme. Vous parlez également de plusieurs parties prenantes, donc on a compris que c'était effectivement un projet international, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui participe à ce projet ? Oui, la question la plus forte a été posée par nos collègues français et nos collègues suédois. Et donc il a pris 2 ans pour construire ce projet. Et finalement, 10 agences nationales des déchets radioactifs, donc de différentes nations, ont participé. La majorité des nations européennes, mais aussi les États-Unis et le Japon. Après cette introduction internationale, focalisons-nous sur la Belgique. Christophe Depaus me présente l'approche de son pays vis-à-vis du stockage des déchets radioactifs et de la transmission de la mémoire. Commençons peut-être par le plus simple, bien que l'histoire n'ait pas été simple pour aucune sorte de déchet, aucune catégorie de déchets. Mais disons que pour les déchets faiblement radioactifs, moyennement radioactifs à vie courte, il y a une décision prise il y a quelques années déjà pour un stockage de surface. Et là, le site a été choisi. Il s'agit du site de Dessel, c'est le nom de la commune en Campine, donc dans le nord-est de la Belgique, en région flamande, qui a été choisi. C'est un projet en cours qui ne fait plus l'objet de controverses dans la mesure où il y a une très forte participation des communautés locales. Il y a un système de partenariat qui en fait a été développé déjà il y a une bonne vingtaine d'années et qui fonctionne très très bien. Donc l'acceptation sociétale est assez élevée et c'est plutôt de ce point de vue un succès.
Pour les déchets hautement radioactifs et moyennement radioactifs à vie longue, pour des déchets qui seraient a priori en fait destinés à un stockage géologique, c'est plus compliqué. Alors c'est plus compliqué parce qu'il n'y a toujours pas en Belgique de décision par rapport à la solution de gestion à long terme au niveau politique. Par contre, au niveau de la recherche a été plutôt pionnière. Enfin, la Belgique a plutôt été pionnière dans cette matière, puisque d'abord il y a eu des travaux généraux, je dirais, d'investigation sur l'enfouissement géologique. Et puis il y a eu, début des années 80, la construction d'un laboratoire, le laboratoire HADES, qui est d'ailleurs en fait le premier laboratoire européen à avoir été creusé dans les argiles. La solution de référence pour la recherche est le stockage géologique. Mais cette solution de référence pour la recherche n'est pas encore, on va dire, validée politiquement, ni probablement sociétalement, puisque effectivement il y a un décalage qui s'est fait. C'est vrai que les processus participatifs aussi ont mis un peu de temps à démarrer. Bon, parce qu'il y a un changement de mentalité, évidemment, qui s'est fait au cours de ces dernières décennies. D'un état d'esprit, un paradigme un peu technocratique, on a bien sûr évolué vers des processus participatifs plus larges. Là, il faut accepter de faire un pas de côté, voire quelques pas en arrière, et reprendre les choses depuis le début, expliquer la problématique et laisser le processus démocratique prendre part à cette thématique. Ouais. Parlons maintenant du sujet qui nous intéresse tous ici, c'est finalement la mémoire. Nous, en France, on a le programme Mémoire, qui est un programme prospectif qui essaie de comprendre comment on peut transmettre les informations sur les sites de stockage à très long terme, de génération en génération. Est-ce que vous avez un équivalent en Belgique? Est-ce que c'est une question qui est abordée? J'aimerais plutôt rappeler quelques éléments qui me paraissent importants sur un plan théorique par rapport à cette question de la mémoire. Quand on évoque la mémoire à long terme, je crois qu'en fait on pose la question du devoir de mémoire. Ça n'est pas simplement se souvenir, parce que ça c'est une aptitude, une faculté, c'est vouloir se souvenir. Donc vouloir se souvenir, ça suppose un effort pour renouer avec le passé, pour retrouver un lien intime avec le passé. Donc il y a cette idée-là. Je pense que c'est ce à quoi tente de répondre en fait la commémoration, au sens très très large. Alors, dans le devoir de mémoire, il y a aussi un présupposé qui est un lien avec la morale, puisqu'il y a un devoir de mémoire. Et effectivement, la commémoration, ça a lieu à la suite d'une prise de conscience, la manifestation d'un engagement. La commémoration, vraiment au sens très large, ça a deux visées, a priori. Une visée pédagogique, qui est donc d'essayer d'éveiller la vigilance des hommes aux leçons du passé. Et ça suppose qu'il y ait une continuité entre les générations. Et donc, c'est très pertinent, on va le voir pour les stockages. Ça veut dire que les événements du passé continuent de nous atteindre, ou leurs résultats continuent de nous atteindre. Et puis, il y a aussi une valeur, ou une visée identitaire à la commémoration, en tant que groupe, pour interpréter, disons, sa propre existence dans l'histoire à laquelle on appartient. Maintenant que mes deux interlocuteurs ont planté le décor, je reviens vers Claudio, qui dans le cadre de son projet développe avec les pays membres des actions concrètes pour préserver la mémoire. Il nous présente les outils qu'ils ont créés, dont certains sont d'ores et déjà déployés par l'Andra. Il faut structurer déjà l'information et après essayer de la transmettre de plusieurs façons. Donc on a pensé qu'effectivement, au niveau de l'archivage, on peut tout, entre guillemets, archiver, mais il faut aussi une hiérarchie de l'information qui soit plus essentielle au but de la pyramide. Au bout de la pyramide, il y a le Key Information File. C'est un fichier qui recueille les informations que tout le monde voudrait savoir à propos de ces déchets. C'est la première approche à comprendre ce qui se passe, ce qu'il y a. Un fichier, disons, soixantaine à 100 pages, en plusieurs langues, qui explique ce qu'il y a. Il y a d'autres projets semblables ailleurs dans le monde. Comment la décision a été prise pour arriver là. Et en dessous du Key Information File, il y a le Set of Essential Records, l'ensemble des documents essentiels. C'est plus à plus pour une audience de spécialistes qui est capable de lire et comprendre de suite quelles sont les questions plus importantes. Et donc, c'est plus une combinaison de documents techniques. Et en dessous encore, il y a tous les documents que la réglementation demande. Un autre outil dont vous avez envisagé, ce sont les capsules temporelles. Oui, on a parlé maintenant comment structurer l'information. Et là, il y a plusieurs façons de passer l'information. Un outil qui nous a semblé très intéressant, c'est l'outil de la capsule temporaire. Et ces capsules temporaires pourraient
pour être en surface, peut-être en profondeur. Dedans, il y aurait le Key Information File, c'est clair. On peut aussi faire en sorte de combiner la capsule temporelle aussi avec des traditions locales. Par exemple, l'ouverture de la capsule chaque 25 ans. Et dans la capsule, il n'y aurait que, par exemple, le Key Information File, mais d'autres informations qui sont intéressantes pour la commune. Des photos historiques de la commune, par exemple, des photos de personnages importants de la commune, ou des personnages que ce serait une cérémonie, si vous voulez, qu'on refait chaque 30 ans, de façon à continuer la mémoire. À cette occasion-là, effectivement, la population pourrait aussi encore se demander, mais est-ce que le set of essential regles est maintenu? Qui le maintient? C'est une façon, encore une fois, de maintenir d'un côté la mémoire, de l'autre côté de la documentation et des connaissances aussi. Pour l'instant, les réglementations, elles sont par pays, mais est-ce que on peut imaginer des réglementations et des accords internationaux entre les pays pour former quelque chose, un ensemble plus cohérent, peut-être? Oui, je crois que c'est possible. En fait, l'un des mécanismes pour préserver la mémoire, c'est les mécanismes internationaux. Donc, il y a des organismes type les organismes associés aux Nations Unies. Il y a une agence nucléaire des Nations Unies et aussi une agence, l'UNESCO, qui est une agence plutôt de culture. Dans ces jours-ci, l'agence de culture de l'UNESCO est en train de considérer si être l'un des dépositaires, par exemple, du Key Information File. Oui, parce que c'est aussi une manière, finalement, d'avoir beaucoup de langues qui sont investies et d'avoir beaucoup de parties du monde. Et ça permet, s'il y a des incidents qui se passent dans une ou une autre partie, d'avoir une continuité qui reste. Il y a aussi des organismes internationaux qui sont peut-être moins connus, mais ils font partie aussi de tout le système de mémoire. Par exemple, il y a l'association d'exploitants du sel. Hein? Les géologues de formation saline, ils ont des archives qui vont plus de 100 ans. On sait tout, où il y a le sel dans le monde. Donc vous voyez, si on a des choses semblables sur les argiles, par exemple, dans le cas de la France, on saurait que dans une certaine formation argileuse, il y a un dépôt en France, il y a un dépôt en Suisse. Donc même si vous voulez, des associations de spécialistes, ils peuvent aussi, eux, contribuer à propager la mémoire. Est-ce que pour vous, l'opposition, qui produit beaucoup d'actualités, beaucoup de documents, est aussi une source de mémoire pour finalement... Oui, je crois que c'est important. Je crois qu'à la fin, par exemple, le Key Information File doit être quelque part aussi validé par les opposants. C'est-à-dire il doit y avoir une vérité partagée dedans. Je crois que c'est important de soumettre à un consensus le plus vaste possible. Tous ces outils créés par le projet Preservation of Records, Knowledge and Memory Across Generations permettent de développer des solutions communes dans tous les pays membres. Ce qui n'empêche pas chaque pays de développer en parallèle une stratégie propre à son territoire. Christophe Depaus nous parle de l'exemple belge avec l'initiative Tableau. D'abord, c'est un bâtiment dont l'architecture rappelle, c'est symbolique, rappelle une table, une immense table. Ce bâtiment peut être un marqueur en soi, un marqueur de paysage. Il est positionné sur un des sites ou complètement ailleurs? Tout à fait. Alors, il est positionné sur un des sites, donc il est dans la commune de Dessel, donc à proximité de l'installation de stockage de surface. Donc, il sera accessible aux touristes qui pourront venir en famille. C'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage, ça se veut être un lieu de passage, ça se veut être un lieu de rencontre. Le bâtiment existe, c'est vrai qu'il est présenté comme étant un centre de communication, mais ça n'est pas que ça. Ce qui est amusant, c'est d'avoir finalement un mémorial avant les fêtes, parce que le bâtiment est déjà là, alors que le stockage, lui, n'est pas encore construit. Alors, les projets de tableaux, en général, on se les représente en différentes catégories, un petit peu... Imaginez deux axes, un plan euclidien, deux axes qui se croisent en leur milieu. Vous avez en abscisse la thématique, qui va d'un thème extrêmement libre vers des thèmes liés à la gestion des déchets radioactifs, à la radioactivité. Et puis vous avez en ordonnée l'échelle de ce projet, du local au national, ou national au local. Bon. Alors, si on regarde du côté du spécifique thématique radioactivité à l'échelle nationale, vous avez l'exposition permanente de tableaux, et donc qui est vraiment spécifique pour
l'explication de la radioactivité à la gestion des déchets. Et c'est une exposition dont l'élaboration a pris beaucoup de temps. C'est à la fois pédagogique, mais il y a une dimension d'ores et déjà artistique, où on est vraiment sur une exposition purement pédagogique. Alors, pour cette exposition permanente-là, on est vraiment dans du pédagogique. C'est vrai que l'artistique vient plus tard, plutôt dans les expositions temporaires. Alors, hein. C'est-à-dire que là, on se déplace, si vous voulez, si vous visualisez cette espèce de plan là dont je vous ai parlé, donc vous vous mettez plutôt du côté des thématiques libres. Et également un projet à l'échelle nationale. Et là, c'est tous les projets artistiques notamment, culturels de façon générale, ou d'expositions temporaires. On invitera des artistes. Ces expositions ou ces installations ne seront pas forcément spécifiques aux thématiques de la radioactivité. On est vraiment dans un centre culturel. Exactement. Ce sera, je pense, un centre culturel en même temps qu'un musée, un lieu d'échange et de rencontre, et puis un lieu qui va rayonner au-delà de son implantation, puisqu'en fait l'idée aussi c'est de parrainer des événements sportifs et culturels qui auront lieu à tableaux, ou j'ai envie de dire autour de tableaux, ou sous le patronage de tableaux, notamment dans les écoles. Et donc il y a des concours d'écriture par exemple, qui vont mettre l'accent sur la transmission. Mais alors plus encore, il y avait un autre projet toujours basé sur la transmission, c'était de demander finalement aux enfants qu'ils interrogent leurs grands-parents sur une histoire de la région ou un fait marquant de leur vie, qu'ils rédigent, ces rédactions seraient lues, seraient archivées, donc digitalisées à tableau, et puis il y aurait aussi un archivage analogique, hein, donc en fait ces témoignages seraient mis dans des boîtes, remises donc aux élèves, qui devront d'abord les conserver pendant un certain temps, pendant 1 an, afin de pouvoir les transmettre à la classe suivante l'année d'après. Donc il y a beaucoup de choses dans ce type de projet, c'est que à la fois il y a la rencontre générationnelle, hein, grands-parents, enfants, la transmission, alors qui se fait de bouche à oreille, enfin je veux dire la transmission orale que l'on consigne, l'archivage. Cet archivage analogique aussi, c'est le problème de la conservation auquel les enfants seront donc confrontés. Finalement, essayer de vraiment s'appesantir un peu plus ou se focaliser sur le temps qui passe, sur cette transmission, plutôt que de se focaliser sur la peur qui est générée initialement par les déchets radioactifs que l'on va enfouir, stocker quelque part. Donc on prend un autre parti là, qui est celui de se focaliser plutôt sur la transmission et sur l'intégration responsable d'un passé commun et d'un futur qu'on construit ensemble. À la suite de ces entretiens, je conclus que le travail sur la mémoire se fait à toutes les échelles des territoires, au niveau local, au niveau national et à l'international. Chacune de ces dimensions se répond et s'enrichit pour relever le défi de la mémoire. Merci à Claudio Pescator et Christophe Depos de m'avoir reçu. Quant à moi, je vous dis à demain dans 1000 ans. Retrouvez les autres épisodes de la série Demain dans 1000 ans sur notre site andra.fr ou sur votre plateforme préférée.